Très bien. Alors, cette semaine, donc la semaine 3 était liée à l'anticipation, à la proactivité par rapport à la gestion de projet. Ces différentes thématiques durant chacune de ces journées sont pour moi importantes pour une bonne gestion de projet. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous avez des questions, des questionnements par rapport à ce que vous avez vu durant cette semaine ou les semaines précédentes? On peut également l'évoquer. Moi, de mon côté, ben, j'ai pas encore fini la semaine. Moi non Je plus. commence la première, je suis un peu dans le rush, c'est compliqué. Du coup, oui, je suis en semaine 1. Et j'avais une question, c'était par rapport justement à la fin du cours S3, euh, c'était par rapport à la matrice. Parce qu'il y a aussi des exercices qui correspondent pareil. Donc, ma question, ça a été plus finalement, enfin, comment on définit vraiment une matrice? Parce qu'effectivement, tu as montré des images Donc, tu parles de matrice de communication matrice de... ou la matrice des risques. C'est la matrice des risques, plutôt, pas D'accord. la Ok. communication, la matrice des risques avec les probabilités enfin, d'impact. Oui, ok. Non Voilà. mais bah écoute, c'est une des thématiques de la semaine, donc je propose c'est qu'on va l'aborder. Euh, Ouais. on dirait que Félicia a eu un souci de connexion. Ah, tu es de retour. Ah oui, parce que vous étiez tous figés. Ah, ok. Bon, ouais, c'est bien. Alors, Marie avait une question par rapport à comment on définit la matrice Matrice des risques. de risque. Je vais partager mon écran. Donc, en effet, les risques Oui. sont une thématique qui est importante durant cette semaine. J'ai souvent la question et je pense que c'est bien de passer un peu de temps dessus. Alors, de manière simple, les risques sont importants à qualifier déjà dans le projet, dans le but d'avoir un minimum de proactivité. Ça veut dire d'avoir un minimum de contrôle par rapport aux possibles incidents que pourrait rencontrer le projet. C'est OK. pour ça qu'il est toujours bien de définir ces risques lorsqu'on démarre le projet, donc qu'il soit enregistré dans le business case. En effet, c'est pas facile lorsque le projet n'a pas démarré d'évaluer les risques, mais c'est important de pouvoir en mettre en visibilité. Ça vous permettra d'asseoir un peu plus votre crédibilité en tant que chef de projet, de pas lancer un projet avec la fleur au fusil en disant tout va bien se passer, mais d'être conscient que lorsque l'on lance un projet, ça a des bonnes choses, mais ça peut aussi avoir des conséquences négatives. Donc c'est bien d'être alerte là-dessus, et c'est pour ça que c'est important de pouvoir définir les risques suffisamment tôt. Donc pourquoi avoir ces risques enregistrés? Enregistrés, puisque comme ça, ils pourront être accessibles par toutes les personnes, toutes les parties prenantes qui gravitent autour du projet. Donc c'est important d'avoir ce registre de risques qui contient tous les risques, même fermés. Ça veut dire que même si vous avez fermé un risque, il est enregistré avec une date d'ouverture et une date de fermeture, mais il est là parce qu'il est possible, dans 6 mois, un an, qu'une personne dise je lève encore un risque par rapport à ce sujet-là. Et votre registre est là pour, avant d'enregistrer un risque, de dire ah, est-ce qu'on n'avait pas déjà ce risque quelque part enregistré et qu'est-ce qu'on a fait pour y répondre ou est-ce qu'un incident est arrivé de manière à ce que le risque ne soit plus un risque mais devienne un incident. Ça vous permet d'avoir un historique, donc d'être solide par rapport à ça. Ensuite, comment on va qualifier le risque? Donc le risque a différents paramètres. Vous avez vu dans le registre, il y a donc sa description, le titre, et ce qui est important de définir, c'est la probabilité et l'impact. Donc quel que soit le niveau de probabilité et d'impact, l'objectif derrière tout ça est d'obtenir un résultat qu'on appelle la matrice et qui va être défini selon 3 niveaux. Soit le risque est faible, soit le risque est médium, moyen, soit le risque est très fort. Donc on le schématise avec ces différentes couleurs, le vert, le jaune orangé et le rouge. Ensuite, vous voyez en bas de l'écran qu'il y a 3 niveaux possibles de qualification des risques. Donc c'est un tableau qui permet d'avoir une finesse plus ou moins forte sur la qualification d'un risque. Par exemple, si vous avez un projet avec une quantité suffisamment importante de risques, et que l'auditoire souhaite avoir une finesse sur la qualification des risques, vous partirez sur une matrice à 5 niveaux. Donc ça veut dire 5 cases pour la probabilité, 5 cases pour la partie impact. En revanche, si les risques, on veut les avoir de manière suffisamment large, on partira sur le premier niveau, sur la partie qui est tout à gauche, donc sur 3 niveaux. Donc ça veut dire une probabilité qui est capable de qualifier sur 3 niveaux et les impacts pareil.
peu importe la matrice choisie, vous aurez de toute façon 3 résultats. On ne peut pas tomber sur autre chose que vert, orange ou rouge. Maintenant, comment ça fonctionne? Le risque qu'on propose, il suffit en fait de faire glisser sa probabilité et son impact de manière à avoir le résultat. Donc par exemple, si je pars sur le premier niveau avec le risque de pluie au mois de mai pour faire une fête d'anniversaire. Bon, au mois de mai, généralement, il fait plutôt beau. Donc la probabilité qu'il pleuve au mois de mai pour faire une fête d'anniversaire en extérieur, en tout cas l'impact, la probabilité est très faible. L'impact, par contre, si la pluie arrive, parce que cet anniversaire arrive à l'extérieur, il sera très fort. Donc le résultat est médium. En revanche, je change le contexte de mon projet, mais j'ai plutôt une fête d'anniversaire qui se passe en intérieur au mois de mai. Le risque étant le même, est-ce que la pluie va impacter mon anniversaire? Alors la probabilité qu'il pleuve, pareil, elle reste toujours faible. Par contre, l'impact, il va être faible, puisque je suis en intérieur. Donc j'ai très peu de risques que ma fête soit gâchée. Je suis en intérieur, je suis couvert, il n'y aura aucun souci par rapport à ça. Donc là, le risque, il est plutôt faible, donc la matrice reste sur la partie de la zone verte. Est-ce que Marie, ça répond à ta question? Oui, mais du coup, comment on choisit ce type de tableau-là? On le réalise comment? Et comment Alors, on sait déjà, qu'on doit choisir sur une matrice de 3, de 4 ou de 5 niveaux? quand on n'a pas de maîtrise par rapport à tout ça, Ok, il vaut mieux partir sur matrice à 3 niveaux. C'est le plus ok, simple. Il y a 3 possibilités. Et c'est vrai que c'est ce que je préconise le plus. J'ai déjà eu dans des projets des matrices à 5 niveaux. Là, on ok. traite de projets qui ont un volume d'environ une vingtaine, une trentaine de risques. Et on a envie de peut-être mettre derrière un poids derrière chacune des cases. Et en fonction de ce poids, on atterrit à un résultat. Et donc, l'objectif derrière tout ça, c'est de pouvoir classer les risques selon leur impact, même si il est fort. Est-ce qu'il est fort, très fort, ou est-ce qu'il est fort, super fort? Voilà, ce sera plutôt la question qui sera posée derrière tout ça. Donc, une matrice à 3 niveaux suffit largement à tout, en tout cas peut correspondre à tous les cas de figure. Mais l'idée est en effet de au moins pouvoir le qualifier. Est-ce qu'on atterrit plus sur la partie rouge, la partie jaune et la partie verte? Et la finesse vient après. Ok. Merci. Est-ce que tout le Euh, monde a compris ce que j'ai exprimé? Oui. et oui, du coup, une autre question par rapport à, du coup, toujours ces tableaux. Est-ce que tu utilises un logiciel ou c'est un tableur Excel pour les faire? Alors Excel marche très bien. Ça veut dire Ok. qu'avec Excel, on est capable. Alors attendez. Hop. Voilà. Avec Excel, on est capable, on est capable de réaliser ce genre de registre de risque. Donc c'est tout à fait possible. Il existe aussi des logiciels qui permettent de pouvoir gérer les risques de manière automatique. Après, il n'y a rien de compliqué. Il Mhm. suffit, d'avoir cette liste 1, 2 et 3 sur la colonne de probabilité, 1, 2 et 3, en tout cas faible, moyen, fort sur la partie probabilité, sur la partie impact, Mhm. et de croiser ces données pour faire un risque fort ou faible. Et donc avec Excel, il est tout à fait possible de le faire. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup réalisé avec Excel. Ensuite, je pense qu'en ligne, il est possible de trouver des registres de risque tout faits qui vous permettent de vous affranchir, de réaliser un développement ou des formules, mais ça marche très bien. Ok. Après, généralement, le croisement du jaune et du vert donne du vert. Le croisement du jaune et du rouge donne du rouge. Et jaune reste jaune, vert reste vert. Donc voilà, c'est aussi un peu comme ça qu'on peut fonctionner. Est-ce que tu as d'autres questions, Marie, par rapport au registre de risque? Est-ce que personne a des Alors questions moi, je par suis rapport à désolée, ça? j'ai été coupée, donc du coup, j'ai pas entendu, donc j'écouterai ce qui a été dit. Non, non, pas de souci. Mais déjà, est-ce que Ouais. toi, Félicia, tu as des questions spécifiques par rapport au risque? Oui, moi j'en avais une. En fin de compte, comment on peut déterminer justement la matrice entre 3 à 5 points? Donc, En fin de faire compte, le qu'est-ce qui choix détermine que entre tu...
Oui, qu'est-ce qui détermine qu'on Ouais, choisisse entre la 3 matrice points, de 4 gauche points. et la matrice de droite? Oui, exact. Alors, plus on va Voilà. avoir on va vouloir comparer des risques et vouloir les classer, plus on va aller sur une finesse très forte, donc plutôt une matrice à 5 niveaux. Donc ça veut dire que par exemple, le projet a une trentaine de risques et l'idée est de pouvoir comparer est-ce que le risque sera fort ou très très fort. Dans ce cas-là, pour classer les risques et s'orienter, en tout cas se focaliser sur les risques les plus importants, on va plutôt utiliser la matrice à 5 niveaux. Par contre, pour des risques, je dirais de manière classique, qui viennent et apparaissent, je pense en dessous de 15 risques, la probabilité à 3 niveaux est suffisante. Ça permet d'avoir juste une classification entre savoir si un risque est fort, un risque est moyen ou un risque est faible. Donc, plus on veut de la finesse, plus on ira vers la droite, plus moins on a besoin de finesse, plus on ira vers la gauche. C'est la matrice à trois niveaux. Est-ce que ça répond à ta question? Je pense qu'elle est figée. Ouais. Vous avez un souci de connexion. Ensuite, par rapport aux incidents, donc les incidents ont un registre aussi. Les incidents sont aussi importants à traiter au sein d'un projet. Ils ont aussi leur registre, mais en effet, ici, on est plus dynamique. Un incident peut survenir à n'importe quel moment, peut avoir un impact très fort, donc il faut pouvoir y répondre rapidement. Et il peut également être clos de manière très rapide. Donc l'idée derrière tout ça est que la gestion des incidents est importante. Elle est plus traitée au niveau de la partie opérationnelle. Donc ça veut dire avec le comité projet. Donc les personnes qui sont directement impliquées dans la réalisation du projet sont les personnes qui sont plus à même d'identifier qu'un incident va survenir. Donc c'est pourquoi la gestion des incidents est aussi importante pour le projet. Est-ce que par rapport à la gestion des incidents, vous avez des questions? Joy, j'ai une autre question par rapport au risque, justement, parce que on peut avoir un projet avec une dizaine, quinzaine ou voire plus de risques, mais comment on priorise? On va passer ce risque-là avant, après, enfin, sur quelle manière enfin, de quelle façon on se dit, ben, on passe ça avant. Et ça, ce sera peut-être pas très important pour tout de suite, mais peut-être en avançant, tu vois. Alors, c'est vrai que le résultat avec la matrice est très important. Donc, c'est le critère numéro un pour placer ces risques. En clair, vous avez vos 10 risques. Sur les 10 risques, il y en a 5 qui ont un résultat de matrice à fort, high, donc en rouge. Vous allez vous focaliser sur ces 5-là. Donc l'idée est de pas en effet oublier les autres risques, mais vous allez vous dire, bon, on va d'abord traiter ceux qui ont un impact, une probabilité très forte, qui peuvent impacter gravement le projet, pour être sûr qu'ils ne se réalisent pas. Et l'idée est de pouvoir se focaliser sur ces risques-là. Donc c'est déjà un premier point. Maintenant, il est aussi possible de pouvoir ajouter un paramètre sur ce registre de risque et de dire qu'il y a un domaine en particulier, si un risque intervient dans ce domaine-là, il est prioritaire. Donc quelque part, on peut très bien avoir aussi une priorité qui est ajoutée en plus de ces résultats de matrice. Dans ce cas-là, vous avez cette colonne priorité et vous pouvez classer votre priorité sur deux niveaux. Donc les risques de priorité numéro 1 et les risques de priorité numéro 2. Donc même si des risques peuvent intervenir avec un risque faible ou un risque moyen, ils peuvent être prioritaires parce qu'ils interviennent, je sais pas, moi, sur le domaine financier, ou ils interviennent sur les ressources. Même si le risque est moyen, mais il intervient sur un domaine qui est lié à quelque chose d'important par rapport au projet, il devient prioritaire puisque vous l'avez classé dans ces priorités-là. Donc ça peut être un élément qui peut être ajouté dans le registre des risques. Okay. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Okay. Pas de questions par rapport aux incidents? Ensuite, les problèmes. Que des choses négatives aujourd'hui. Incroyable. Les problèmes. C'était un lourd dossier cette semaine. En effet, c'est un lourd dossier, mais il ne faut pas l'oublier. Donc les problèmes sont des événements qui peuvent intervenir au sein du projet également. La différence avec les incidents, c'est la perception et aussi la répétition. Donc si un incident intervient de manière successive,
un incident arrive, vous le résolvez, il arrive de nouveau, vous le résolvez, il arrive encore, vous le résolvez. Là, à un moment donné, il faut se poser la question et se dire, est-ce qu'il n'y a pas un problème derrière tout ça? Donc c'est pour ça que l'outil Ishikawa ou même les 5 pourquoi sont deux méthodologies qui vous permettent de traiter un problème à la racine et d'avoir suffisamment de recul pour que la solution mise en application vous permette d'éviter qu'il survienne de nouveau. Donc ça, c'est une chose. Est-ce que vous avez tous compris comment fonctionne le diagramme d'Ishikawa? C'est quelque chose que vous connaissiez? Je l'ai pas encore. Non, pas du tout. Non, j'ai découvert aussi. Donc je l'ai utilisé pour ma part dans un contexte d'entreprise. C'est vrai que c'est très intéressant à utiliser, surtout de manière collégiale. Donc il y a surtout cette préparation. On n'arrive pas au problème en apprenant le diagramme d'Ishikawa en même temps. C'est bien d'avoir cette phase préparatoire où on se dit, ok, donc les personnes de l'équipe projet ou les personnes qui peuvent être sujettes à travailler avec vous sur un problème, déjà qu'on se forme à comment ça fonctionne, pour que le jour où il y a un vrai problème qui survient, on n'ait pas cette phase d'apprentissage pour traiter le problème avec Ishikawa. Donc vous avez vu, ça fonctionne très bien avec les vélos. La méthode des 5 pourquoi, elle est très bien aussi, mais elle peut fonctionner de manière unique, en tout cas en mode solitaire. Quelque part, si vous êtes très peu à traiter d'un problème et qu'il n'est pas suffisamment important, j'ai envie de dire, les 5 pourquoi en quelques minutes, vous pouvez être en mesure de trouver une solution à votre problème également. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la gestion des problèmes? C'est bon de mon côté, merci. Parfait. Ensuite, donc l'autre volet de la partie de cette semaine, c'était le suivi du budget et le suivi du projet. Donc le chef de projet est au cœur de beaucoup d'activités. Donc vous avez dû voir, il y a pas mal d'activités que le chef de projet doit être en mesure de réaliser. Alors c'est vrai que ça paraît beaucoup. Si on arrive à tout mettre en application, c'est très bien. Par contre, le but, c'est pas de vous noyer non plus. Vous pouvez utiliser toutes ces activités-là à la carte, mais par contre, après, ça reste du bon sens. En effet, on va demander à des équipes de gérer des lots de travaux, de travailler dans des sous-phases. Quelque part, il faut aussi avoir ce retour. Donc, si on a le temps d'être proactif et d'aller en avance de phase avant que le comité de projet arrive, de se dire, ah, tu en es où? Ce sera bon pour la semaine prochaine. C'est toujours mieux que d'arriver après la date butoir et de dire, ah, mais au fait, ça ne devait pas être déjà livré, et c'en est où? Il y a deux perceptions, deux cas d'école. Donc, plus on est proactif, plus on va préparer les personnes, et plus les personnes vont aussi être alertes sur le fait que vous êtes présent sur le projet et que vous avez un intérêt particulier à suivre ces activités. Donc après, le budget, c'est vrai que c'est important de le suivre, puisqu'en effet, le business case, c'est un contrat avec des ressources, donc de l'argent engagé par l'entreprise. Donc c'est toujours bien aussi d'identifier sur un tableau le budget qui vous est alloué, le budget qui est consommé, mais aussi vos prévisions par rapport à ce qui a été réalisé. Donc il y avait un exercice cette semaine qui était lié à tout ça, avec un événement où on réduit de 10% cette partie du projet, combien sur quoi on arrive. Donc c'est vrai que c'est pas toujours simple, mais en tant que chef de projet, vous devez être en mesure de pouvoir être garant de ce que l'entreprise engage sur le projet. Donc tout le monde n'est pas à l'aise avec les finances. C'est vrai que je peux le comprendre, mais c'est important d'avoir conscience de ça. Après, c'est vrai, même pour moi, il y a eu des cas d'entreprise où le budget était complètement externalisé de l'équipe et géré de manière complètement indépendante par des équipes qui sont dédiées à ça. Mais je trouve toujours bien, même s'il y a une équipe qui est dédiée à ça, d'avoir sa vision des choses par rapport à la consommation du budget, parce que l'erreur est humaine, elle peut très bien arriver. Donc faire trop confiance sur quelque chose sur lequel vous êtes responsable, parfois c'est toujours bien d'avoir son œil aussi. Donc, petit conseil. Pour le projet, donc le suivi du projet et donc de la progression, c'est toujours bien de corréler la progression du projet et la progression du budget. Quelque part, c'est toujours bien de se dire, on arrive à la moitié de la réalisation du projet, on a livré 5 livrables, mais ces 5 livrables devaient consommer tant. Par contre, on en est où concrètement? Parce que afficher donc un budget et de dire à votre commanditaire, voilà, nous avons consommé la moitié, sans dire où est-ce que vous en êtes par rapport au projet, ça n'a pas de sens du tout. Vous pouvez très bien avoir consommé la moitié, mais avoir livré un tiers du projet, et vous pouvez très bien avoir consommé la moitié et avoir livré 75% du projet.
Dans un cas et dans l'autre, vous n'avez pas du tout la même perception. Et dans un cas ou dans l'autre, il y en a un cas où vous devez ajouter des fonds et dans l'autre, vous devez en relâcher. Donc, c'est la question. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Moi, j'ai pas terminé. En tout cas, je suis à l'exercice du budget. Ok. D'accord. Moi, Voilà. je ne suis pas encore à ce niveau-là. Je pense qu'au pire, j'enverrai par mail des Ouais, pas de questions. problème. Même si vous J'ai n'en avez fini pas, juste avant qu'on commence, moi, sinon, mais c'est bon, sinon c'était clair. Merci, j'attendrai juste la correction du coup pour voir ok, si pas de j'étais bien souci, dedans. ça Ouais, marche. pareil, j'ai Donc, hâte de pas, voir la correction sur le sur celui-ci. y a pas de souci. Donc, pas de souci si vous n'avez pas réalisé l'exercice, n'hésitez pas à me l'envoyer, hein, il n'y a pas de problème. Hein, je jetterai toujours un œil, même si vous avez le corrigé, vous aurez le corrigé entre les mains. Et en effet, il n'y a pas de problème. S'il y a des questions a posteriori de cette classe virtuelle, n'hésitez pas à me les adresser, j'y répondrai. J'arrive maintenant à jour, donc c'est plutôt une bonne chose pour, euh, pour nous cette semaine. D'accord. De manière globale, est-ce que vous avez des questions par rapport à la formation? Et est-ce que je vous ai transmis les informations qui sont liées à l'examen? Non. Non. Ok. Non, il y a juste ça qu'on Donc, n'a pas encore vu, ça. ok. Donc, je vous transmets après cette classe virtuelle les informations qui sont liées à l'examen. Donc, c'est un texte écrit en bleu. Hein, donc, je fais juste un copier-coller pour chaque classe. Donc, comme ça, on a les mêmes informations pour tous. Donc dedans, il y aura l'ensemble des modalités du passage de l'examen. Et ce que vous devez savoir, donc normalement vous êtes inscrit directement à la session du 11 juillet. C'est toujours bien de confirmer par email à Karine votre présence ou non pour cet examen par écrit. N'hésitez pas à me mettre en copie si besoin, de manière à ce qu'on puisse confirmer votre inscription et vous envoyer les convocations. Et ensuite, nous aurons une session de préparation à l'examen qui interviendra une semaine avant le 11 juillet. L'idée d'avoir l'ensemble des classes virtuelles qui se sont déroulées entre le mois de mai et le mois de juillet, en tout cas qui ont terminé un petit peu avant l'examen, qui participent à cette session de préparation à l'examen. Donc on reviendra sur des cas possibles d'exercices sur lesquels vous pouvez tomber pour cet examen et pas mal de modalités qui sont autour de cela. Donc, je vous envoie cet email juste après. Vous avez déjà fixé la date? Une semaine Non, j'ai pas encore fixé la date pour la préparation à l'examen. Mais ça devrait intervenir bientôt. Après, ça va prendre un peu de temps, mais l'idée est quand même de bloquer ce temps-là un petit peu en avance. Bon, c'était pour que. Et du coup, ça sera une session sur combien de temps? Alors, la session de préparation à l'examen dure 1 heure et elle sera enregistrée tout comme nos classes virtuelles. Donc, elle sera, si vous n'êtes pas disponible, si tu n'es pas disponible, elle sera disponible en ligne en tout cas et accessible. D'accord. Et donc, du coup, oui, dans l'examen, mais on lira le descriptif, effectivement, pour voir combien de temps ça dure, de quel... Oui, c'est un examen qui dure 2 heures en ligne. D'accord. Et en effet, oui, je vous laisserai d'abord peut-être lire cette communication autour de l'examen et on pourra y revenir la semaine prochaine en détail s'il y a des questions par rapport à ça. D'accord. Ok. Bon, mais moi, de toute façon, je vais réécouter ce qui s'est dit en début de session parce que du coup, à cause des problèmes techniques, voilà, là, je suis sur mon téléphone. Du coup, j'ai pas pu écouter, mais j'aurais peut-être des questions à nouveau justement sur la partie de la semaine qui était pour moi, enfin, très chargée. Je l'ai pas fini parce que j'ai pas encore fait la journée la journée d'aujourd'hui du tout. D'accord. Et il me manquait un cas parce que je crois qu'on avait deux cas, hier. Oui. Et j'en ai fait qu'un. J'ai fait que le premier. Ok, non, mais pas de problème. Tu m'envoies ton exercice dès que tu l'as réalisé. Ouais, tu auras le corrigé dans ta boîte mail, mais je te répondrai quand même. Ok, super. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à cette semaine de formation, pardon? Non. Donc la semaine 4, donc la semaine prochaine, sera liée à la finalisation du projet et la capitalisation avec l'expérience acquise. Donc vous allez voir aussi les différentes méthodologies projet possibles et comment clôturer un projet proprement et tout ce que ça contient. Donc voilà, c'est une semaine qui sera riche et assez dense en informations
Mais vous aurez peu d'exercices, donc comme ça, je vous rassure aussi. Je crois qu'il n'y en aura qu'un seul cette semaine. Donc comme ça vous permet de mieux comprendre les notions qui sont abordées. Ah, ok, merci beaucoup. Alors si du coup, moi j'ai une question par rapport à ça. J'ai pas pu le faire cette semaine, mais par exemple la semaine dernière, j'ai pas pu me connecter avant 7h45. Est-ce que ça c'est possible du coup d'avoir le cours plus tôt que 7h45? Non, je crois pas. Je crois que c'est D'accord. automatique. Et en effet, les contenus se débloquent à 7h30 ou 7h45, Ouais, mais 7h45, ouais, mais c'est pas ce avant. que Ok, bon. Bah ouais, c'est ça parce que c'est vrai que du coup, c'est ce qui pourrait me rendre service, ça. Oui. Après, je sais qu'une personne m'avait dit, alors je l'ai pas vérifié, que les contenus se débloquent plus rapidement sur le téléphone, peut-être la veille au soir, mais sur l'ordinateur, en tout cas via le navigateur, c'est le jour même. C'est pareil? Ok. Bon, c'est peut-être qu'ils ont Ouais, corrigé le oui, parce problème. qu'en fin de compte, moi, je navigue tout le temps entre mon ordinateur et le téléphone pour faire les formations et du coup, Ok. c'est pareil. Bon, bah, ils ont corrigé Ouais. le bug alors. Désolé. Ok. Ok, aussi. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent week-end et on échange par mail d'ici la semaine prochaine. Et d'ici là, bon courage pour la formation. Merci beaucoup. Bon Merci. week-end Mer- également. Bon Merci week-end. beaucoup. Bye bye. Très bon week-end à tous. Au revoir. À Au bientôt. revoir.